Aujourd'hui, en direct des studios de Radio Galaxie, rencontre avec l'auteur Line Ulian. Bonjour Line. Bonjour Francis. Pour te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, j'ai juste envie de leur dire que tu vis dans le Gers, que tu as écrit 2 livres, que tu participes à quelques salons du livre et qu'aujourd'hui, nous allons décortiquer ton parcours de vie d'auteur. Tu es prête? Allons-y. Comment t'est venue l'envie d'écrire ton premier roman qui s'intitule Cœur de pierre aux éditions Les Presses littéraires? Alors je dirais que c'est un petit peu une histoire familiale. Voilà, j'ai une fille qui s'appelle Manon, qui à l'époque avait 13 ans, donc il y a quasiment 3 ans de ça. Ma fille ne lit pas, moi je lis beaucoup, depuis toute petite, et donc c'est vrai que j'étais un peu désespérée de ne pas la voir lire. Donc un soir, voilà, sur le balcon, je lui ai posé la question, Manon, quand même, tu ne lis pas. Bon, voilà, ça me désespère un petit peu. Si moi j'écris un roman, est-ce qu'au moins tu le liras? Et elle m'a dit, oui, maman, si toi t'écris un livre, je le lirai. Donc j'ai dit, ben d'accord, allez, on lance le pari, j'écris et tu lis. Et donc voilà, j'ai écrit ce premier livre, ne sachant pas du reste si j'arriverais au bout de l'histoire. Et elle l'a lu. Donc voilà, le pari a été tenu. Voilà le début de ce premier roman. Ah ouais, c'est original. Cœur de pierre, c'est une enquête policière qui se situe dans la belle ville d'Auch, dans le Gers donc, avec la particularité que cette enquête débute en 1860 pour finir de nos jours, en 2011. Peux-tu nous en dire davantage sur le contenu du livre ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, c'est un polar parce que voilà, je suis une lectrice de polar. J'adore les polars, je me nourris de polars. Donc c'était naturel que j'écrive un polar. À Auch parce que toujours pareil, ma fille m'a demandé d'écrire un roman qui se passerait à Auch. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'escalier monumental était en cours de restauration. Et donc je suis partie de cette restauration de l'escalier. Et en fait, voilà, j'ai fait un bond en arrière jusqu'à la construction de l'escalier, donc en 1860, me disant qu'il pouvait y avoir un lien, donc c'est une fiction, hein, bien sûr, un lien entre ces 2 événements, donc la construction et la rénovation de l'escalier. Voilà, on rappelle que l'escalier monumental, en fait, c'est un immense escalier qui relie la basse ville à haute ville. Voilà. Exactement, avec la statue d'Artagnan sur un des paliers. Là où je voudrais mettre l'accent tout de même, c'est sur l'idée originale de superposer une même intrigue policière sur 2 périodes différentes de l'histoire en fait. L'enquête policière fait un va-et-vient entre le 19 et le 20e siècle. Comment t'es venue cette idée en fait ? C'était en me documentant sur donc cet escalier monumental que je devais en même temps décrire et en décrire un petit peu l'historique. Ben voilà, c'est en faisant ces recherches que l'idée m'est venue de passer d'une période à l'autre. Mais disons qu'en fait au départ j'avais pas vraiment l'histoire, le déroulé de Cœur de pierre, de toute l'histoire. Et donc c'est en faisant ces recherches en 1860, parce que je voulais savoir son histoire, cet escalier, je me suis dit pourquoi finalement ne pas faire partir l'histoire de 1860, de ce moment-là, de la construction. C'était pas calculé au départ, c'est venu petit à petit jusqu'à nos jours. On en a parlé un peu, mais je vais quand même, sous forme d'une autre question, y revenir aussi. Toujours pareil, en lisant tes 2 ouvrages, on sent qu'il y a un gros travail de fond sur l'histoire, comme tu viens de le dire, donc de la ville, de l'escalier, mais aussi sur le fonctionnement d'un commissariat, de l'institution religieuse. Alors là aussi, comment tu t'y es pris pour rassembler, je dirais, tous ces documents nécessaires à l'écriture de ce livre? Est-ce que tu es allé aux archives, Internet? Est-ce que tu as rencontré du monde qui a pu te parler de tout ça? Voilà, dis-nous tout en fait. D'accord. Mais je suis allée à la bibliothèque, évidemment. Donc j'ai consulté beaucoup de livres concernant Auch et son histoire. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arpenter les rues d'Auch avec mon appareil photo. Donc j'ai pris beaucoup de photos et une fois à la maison, je me suis mise devant ces photos. Et des photos de quoi? Je te coupe. Alors il y a par exemple la bibliothèque, l'intérieur, l'extérieur, évidemment la cathédrale, pareil, intérieur, extérieur, l'escalier, la statue d'Artagnan. Et donc devant ces photos, j'ai réussi comme ça à décrire au plus près et l'histoire de ces monuments et leur configuration. Voilà. Ensuite, concernant l'enquête policière elle-même, j'ai contacté le commissariat d'Auch. Voilà, je voulais rencontrer un inspecteur pour qu'il m'indique un petit peu procédure en cours. Bon, malheureusement, ils ont refusé ma demande. Donc après, je me suis débrouillée tout simplement sur Internet, qui est quand même un bel outil de recherche. Ça n'a pas été finalement si compliqué que ça au final. Voilà. D'accord. Pour l'institution religieuse aussi, comment tu t'es pris ?
En fait, j'ai fait des recherches parce que un de mes chapitres se passe en 1553. La cathédrale n'était pas encore érigée. Il y avait une chanoinie juste à côté de ce qui est devenu ensuite la cathédrale. Et là, effectivement, j'ai dû faire des recherches un petit peu plus approfondies pour savoir comment vivaient ces chanoines. Comment vivaient aussi les gens à cette époque-là, quels étaient les offices, quelles étaient la configuration de cette chanoinie qui a ensuite été détruite. Donc effectivement, j'ai dû aller à la bibliothèque d'Auch et faire toutes ces recherches pour être la plus précise possible. D'accord. Mais enfin voilà, après j'ai eu un très bon accueil à la bibliothèque, j'étais très bien reçue. D'ailleurs, j'ai fait une sorte de petite conférence quelques mois plus tard à l'invitation de la bibliothèque et de Monsieur Sourbader. Voilà. Alors pour ma part, si je dois faire une critique de ce livre, c'est qu'il faut vraiment choisir le bon moment pour l'aborder. Car une fois que nous nous plongeons dans l'intrigue de l'enquête, en fait, c'est fini, nous ne pouvons plus en sortir. Il faut aller jusqu'au bout, et donc ça demande une certaine disponibilité. Qu'en penses-tu? Je te remercie, ce n'est que de bons compliments. En même temps, c'est le but de l'intrigue qu'elle tienne en haleine du début à la fin, qu'on n'ait plus envie de lâcher le livre pendant des heures. Donc je rassure les éditeurs, il n'est pas très long. Hein. Il fait, enfin, du moins Cœur de pierre fait 260 pages. Donc ça se lit quand même relativement vite. Voilà, un week-end c'est possible. Bon, donc chers auditeurs, vous avez compris. Vous bloquez un week-end de mauvais temps si vous voulez, vous bloquez un week-end. Vous allez d'abord l'acheter où? À la librairie? Alors on peut le trouver, on peut aller le commander chez son libraire, sinon on peut le commander sur Internet, la Fnac, Chapitre, Amazon, un petit peu partout. Tu as un blog aussi? J'ai un blog, donc c'est linhulian.wordpress.fr. En fait, même si on va sur un serveur, qu'on tape Line Hulian... Oui, on va sur Google ou un autre, on tape Line Hulian, on va trouver tout de suite mon site, ou même les endroits où acheter Cœur de pierre ou La morsure de la salamandre. D'accord. Bon, c'est une parenthèse, on y reviendra. D'ailleurs, maintenant, on va attaquer ton deuxième ouvrage, qui s'intitule, tu viens de le dire, La morsure de la salamandre, là aussi aux éditions Les Presses littéraires. C'est un peu la continuité du premier, je dirais. Une autre enquête policière, mais nous retrouvons les mêmes personnages, les mêmes ingrédients en fait qui ont fait le succès du premier. Et ça marche en plus, ça marche. Donc peux-tu nous livrer un aperçu de l'intrigue policière qui attend nos chers auditeurs? Oui. Donc je suis partie sur le même principe que pour Cœur de pierre, c'est-à-dire sur 2 périodes. Donc là je suis remontée beaucoup plus loin, donc au Moyen-Âge. Une période qui vraiment me fascine, j'ai trouvé très intéressante à travailler et à écrire. Et donc voilà, une enquête policière qui se passe donc en 1265 et en parallèle à 2013. Donc évidemment, il faut arriver à la fin du livre pour savoir quel est le lien entre ces 2 époques, du Moyen-Âge et de notre époque actuelle. Et l'héroïne de ce livre s'appelle Jeanne. C'est une jeune paysanne qui vit a priori une existence rude mais paisible auprès de ses proches, jusqu'au jour où elle va être détentrice d'un secret qui va bouleverser sa jeune vie. Alors pour nos chers auditeurs, ça serait intéressant un petit peu que tu nous donnes envie, en fait, que tu lises, je sais pas, un extrait de ton deuxième ouvrage, par exemple, La morsure de la salamandre. Au passage, je rappelle que c'est aux éditions Les Presses littéraires. Voilà, j'aimerais bien que tu nous lises quelque chose. Allez, on t'écoute. Avec plaisir. Allez. Donc nous sommes en 1265. Alors que Jeanne adosse contre l'arbre le vieillard qu'elle supportait encore, elle voit surgir devant elle un jeune homme qui est parvenu à tromper la vigilance des chevaliers. Profitant de la panique, il avait rampé jusqu'au mur de clôture de la chapelle, l'avait contourné et n'écoutant que sa peur, s'élançait maintenant vers le bois. Jeanne le reconnaît, il s'agit de Hugues Fromentin, le jeune homme recherché par les chevaliers. Il habite un village voisin de celui de Jeanne. Elle ne l'a vu qu'une seule fois lors de la fête du Mardi Gras, mais n'a jamais oublié son visage parsemé de taches de son et à la chevelure incroyablement orangée. Adèle l'avait alors mise en garde. « Méfie-toi, ma petite, si tu ne veux pas grailler avec lui sur le bûcher, ne t'approche pas de ce mécréant qui commerce avec le diable. Il a la couleur de l'enfer et ne peut t'apporter que du malheur. » Bien que n'écoutant pas toujours les recommandations souvent abusives d'Adèle, Jeanne avait néanmoins observé le jeune garçon de loin, hésitant entre crainte et fascination, et le trouvant finalement terriblement séduisant. Il ne ressemblait pas à tous ces vieux sorciers brûlés vifs, aux cheveux aussi gris qu'un ciel d'hiver.
Lui avait la chevelure de la couleur du soleil levant. Alors que Hugues arrive à sa hauteur, Jeanne voit la pointe de la flèche, un barbillon, transpercer l'épaule du jeune rouquin. Titubant, il parvient à faire quelques pas, puis s'écroule aux pieds de Jeanne. Elle s'agenouille près du blessé. « Hugues !» s'écrie-t-elle alors qu'elle aperçoit le balafré qui déjà s'approche. « Prends ça et fuis !» arrive à prononcer Hugues, malgré la douleur qui enflamme l'eau de son corps, et tout en glissant une petite bourse de cuir enserrée d'une cordelette dans la main de Jeanne. « Fuis, fuis ou meurs !» Quelle force pousse Jeanne à se relever, à tourner le dos au balafré et à s'engouffrer dans la forêt. Elle ne saurait le dire, mais les mots d'Adèle résonnent en elle. Il a la couleur de l'enfer et ne peut apporter que du malheur. Auch, 2013. Plein le dos. Alors qu'elle met le point final aux quelques pages qu'elle vient de rédiger, Plein le dos est le premier et le plus évident titre qui vient à l'esprit de Lisa. Comment pourrait-il en être autrement? Voilà 2 mois, suite à un misérable trébuchement dans sa salle de bain, elle avait eu à connaître les pires douleurs. Le bas de son dos n'était que feu. L'enfer avait enfin son nom, le dos. Les jours qui suivirent furent sans doute les plus ingrats de toute sa vie. En 43 ans, elle n'avait jamais eu à souffrir de tels maux, un tel degré de déchéance, de telles humiliations. Elle ne pouvait lever le bras pour se brosser les dents, elle ne pouvait marcher sauf à s'appuyer sur un balai-brosse. Elle ne pouvait même pas aller seule aux toilettes. Heureusement, Nicolas était là pour la soutenir, au sens propre comme au sens figuré. Il était devenu ses jambes et ses bras quand elle n'était plus réduite qu'à cette enfilade de vertèbres disloquées. Voilà. C'est tout? C'est tout. Bon, je sais, cher auditeur, elle vous torture, mais si vous voulez en savoir davantage, eh bien, tout simplement, commandez ce livre. Je rappelle, c'est La morsure de la salamandre de Line Ulian, et c'est aux éditions Les Presses Littéraires. Même si vous n'êtes pas dans le Gers, vous allez tout simplement à une librairie, vous le commandez, et vous l'aurez rapidement. Et là aussi, au niveau de la personne qui enquête... qui s'appelle Lisa Utirac. Il y a un choix par rapport à ces personnages? Ou pourquoi remettre les mêmes personnages? Il y a quelque chose par rapport à ça ou pas? J'ai pris une femme comme inspecteur de police, parce que ça change un petit peu, ce sont souvent des hommes. Donc là, j'ai pris une femme... un peu ronde, blonde, voilà, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les films, les séries ou les livres, voilà. Vous remarquerez qu'elle a mes initiales, voilà, mais ça c'est une idée de ma fille, encore. Voilà, est-ce que j'allais que dire, je remercie d'ailleurs, parce que je crois que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors moi aussi j'ai fait une enquête policière, mais c'est sur toi. Et j'ai appris que tu vas sortir un nouveau livre qui n'a rien à voir avec les précédents. Alors c'est très bien pour toi, mais tu ne peux pas nous faire ce coup-là à nous, les lecteurs. Il manque un 3e tome, qui signerait, j'ai envie de dire, une trilogie d'une aventure merveilleuse avec nos enquêteurs. Car, comme on l'a déjà dit, nous sommes habitués à eux, c'est les mêmes qui reviennent chaque fois. Est-ce que tu en es consciente au moins que nos chers auditeurs attendent la suite, tout simplement? Effectivement, bon après les 2 livres ne se suivent pas, ça serait pas une suite, mais effectivement une trilogie avec les mêmes personnages, et j'imagine aussi sur ce principe de 2 époques. Mais bon, là c'est vrai que j'ai attaqué un thriller, j'ai voulu changer un petit peu de style, donc c'est un thriller qui s'appellerait Ange. Encore le titre est pas définitif, mais bon, je pense que ce sera ça. Mais effectivement, s'il y a un 4e, j'ai très envie effectivement de revenir sur ce principe-là des 2 périodes, ou bien alors essentiellement faire un roman sur le Moyen-Âge, parce que j'ai vraiment adoré écrire sur cette période du Moyen-Âge. L'ambiance, les décors, les gens, le vocabulaire, le langage, les croyances. Enfin voilà, c'est vraiment une période magnifique, le Moyen-Âge. Je pense que c'est important que tu l'écrives, ouais. Oui. Au moins pour signer une trilogie. On n'a pas ça dans le Gers. Je ne crois pas. Je confirme. D'accord. Un aperçu un peu plus poussé de ton 3e livre? Oui, donc comme je le disais, ce serait un thriller psychologique, donc qui s'appellerait Ange. D'histoire un peu? Du nom de son héroïne. Ah. Voilà, enfin héroïne, façon de parler, un petit peu diabolique. Et donc c'est l'histoire d'une femme écrivain qui se fait enlever et séquestrer pendant plusieurs jours. Donc je peux pas dévoiler plus. Oui, bien sûr. Voilà, après c'est un face-à-face entre cette femme qui s'est fait enlever et son kidnappeur.
D'accord. Ça finit bien au moins? Je n'ai pas encore la fin. Ah, voilà, parce que je n'écris pas forcément la fin du livre avant de le commencer. Donc ça va venir petit à petit. Je pense que la fin viendra, va se dévoiler d'elle-même à ma plume. Ton inspiration, où tu la trouves en fait? Est-ce que tu as besoin d'une ambiance particulière? Raconte-nous un peu de ce côté-là. Alors j'ai remarqué que j'écrivais mieux quand j'étais dehors. Donc Cœur de pierre, je l'ai écrit sur mon petit balcon avec les voitures qui passaient en dessous, donc beaucoup de bruit. Mais en fait, voilà, c'est un cadre qui m'a convenu tout à fait. Le second, puisqu'entre-temps j'ai déménagé, je l'ai écrit sur ma terrasse, dehors aussi. Voilà, donc j'aime bien être en extérieur, même s'il y a du bruit, c'est pas grave. Et c'est vrai que je traîne un petit peu sur le troisième, peut-être parce qu'à cause du mauvais temps, j'écris beaucoup dedans. Après, il faut un cadre, c'est-à-dire il faut respecter des horaires. C'est-à-dire se dire de telle heure à telle heure, j'écris. Voilà, et tous les jours. Et tous les jours. Voilà, oui. Tu t'imposes ce côté-là. Oui, pour éviter de perdre et la motivation, et l'envie. Le fil de l'histoire. Oui, il faut être rigoureux. Et en dehors du moment où tu t'imposes d'écrire, le livre tu l'as dans la tête, c'est-à-dire même quand tu vas au travail ou que tu fais quelque chose. Tout le temps. Et voilà, tout le temps. En fait, c'est ça. Tout le temps, quoi qu'il se passe, n'importe quel événement, ou un fait divers, une actualité, ou un mot, la vision d'une personne dans la rue. Alors tu te dis quoi? Tu te dis, je me dis tiens, ça pourrait entrer dans mon livre, ça pourrait me donner une idée, ça pourrait me donner une description. Bon, après, j'ai pas toujours un crayon et un papier sous la main pour écrire ce que je vois ou l'idée qui vient en tête. Donc, des fois, elle s'évanouit, cette idée, je l'oublie. Ce qui est souvent le cas le soir quand je suis au lit. Souvent à ce moment-là où j'ai des idées et pas toujours de quoi écrire sous la main, puis le lendemain, c'est oublié. Voilà. Alors, en dehors de ce troisième ouvrage dont on ne sait pas quand il va sortir. Non, alors voilà, en ce moment, je suis en train de restaurer une maison. Donc, je prends beaucoup de retard. J'espère le finir d'ici fin juillet. Donc, il devrait sortir peut-être en septembre ou octobre 2015. Une maison ou un nid douillet? Qu'est-ce que tu es en train de construire? Un peu des deux. Un peu des deux, bon. D'autres projets autrement que tu aimerais voir aboutir en fait dans ta vie autour de la littérature, on est d'accord? Non, pas pour l'instant. Déjà, voilà, ce sera projet après projet. Donc déjà finir Ange et peut-être éventuellement attaquer effectivement le troisième de la trilogie. D'accord. En tant qu'auteur, que t'as apporté les salons du livre que tu as pu faire? Alors c'est vrai que ces salons du livre sont toujours enrichissants. Ça me permet le contact bien sûr avec les lecteurs, ceux qui ont déjà lu mes livres ou ceux qui s'apprêtent à les lire. Donc c'est à chaque fois de grandes discussions, c'est très intéressant. Ça me permet aussi de rencontrer des auteurs inconnus de moi-même, de partager nos expériences. Puis bon, c'est souvent l'occasion de franches rigolades. C'est vraiment de grands moments de plaisir. Le public que tu rencontres, tu les sens motivés, envie de l'acheter? Disons que j'ai eu quand même beaucoup de commentaires suite à la sortie des deux livres. Après, bon voilà, ce ne sont que de bons commentaires. Après, peut-être que les mauvais commentaires n'osent pas s'exprimer. Mais voilà, c'est toujours vraiment de très bons contacts. J'ai même rencontré un lecteur, nous avons bu un café ensemble à Auch, qui m'a dit « Mais j'étais sûre qu'il s'était passé quelque chose dans cet escalier monumental ». Sachant qu'effectivement, il ne s'est rien passé, puisque c'est de la pure fiction. Donc voilà, j'ai l'impression de faire rêver quand même un petit peu les lecteurs, qui se prennent au jeu, qui rentrent tellement dans l'histoire et dans ce cadre de cette belle ville d'Auch qu'ils connaissent bien. Certains même qui n'habitent pas forcément sur Auch sont venus à Auch visiter la ville avec mon livre dans les mains. Voilà, ils ont suivi un petit peu le parcours, la cathédrale, la bibliothèque, l'escalier, etc. D'ailleurs, c'est vrai que lire Cœur de pierre en plein soleil au niveau de l'escalier monumental, sous d'Artagnan, ça peut être pas mal, ouais. Ça peut vraiment se mettre dans le contexte. Oui, certains l'ont fait. Certains l'ont fait. Oui, j'ai des témoignages. Bon, mais tu vois. Alors, on va rappeler une question qu'on a déjà abordée, mais où peut-on retrouver tes ouvrages donc Sur Auch, on peut les trouver à la Maison de la Presse, au Centre culturel de Leclerc.
Après, on peut demander à son libraire s'il est d'accord pour les commander. Sinon, on les trouve sur tous les sites tels que Fnac, De Citre, Chapitre, Amazon, enfin voilà. Après, sur le moteur de recherche, vous tapez Linulian, vous aurez toutes les informations, vous n'aurez aucune difficulté à trouver les livres. Tu as eu un prix aussi, il me semble. Fnac. Ah non, Ouais, c'est pas un prix. C'est pas un prix. Voilà, à un moment, j'étais... Je crois que c'est Cœur de Pierre qui a été pendant quelques jours dans les 10 premières ventes Fnac. D'accord, donc ce n'est pas rien, il fallait le signaler. Voilà. Après, je précise quand même que mes livres ne s'adressent pas qu'aux Occitans. Oui, oui. Voilà, parce que c'est vrai que ça parle du Gers, ça parle d'Auch, mais ce sont avant tout des enquêtes policières, des intrigues, donc qui sont ouvertes évidemment à tout lecteur. Oui, complètement. Où qu'il soit. Le plus, c'est que ça donne envie de venir visiter Auch. Oui, voilà, tout tout à simplement. fait. Alors, pareil, on va rappeler un blog Oui, pour alors te retrouver. c'est linulian.wordpress.fr. Est-ce que tu aurais des remerciements à faire pour la réalisation de ces 2 ouvrages? Parce que c'est du temps, ce n'est pas rien, ça doit demander aussi de la motivation. Des fois, on est démotivé aussi. C'est l'occasion de faire des remerciements. Oui, alors je voudrais d'abord quand même remercier mon éditeur, Monsieur Fricker, des presses littéraires, qui a eu déjà la gentillesse de bien vouloir éditer mes 2 romans, voilà, qui m'a soutenu dans la démarche, notamment pour le second, pour La morsure de la salamandre. Ensuite, je voudrais bien sûr remercier mon compagnon, qui m'a toujours soutenu, écouté, supporté, conseillé. Donc merci Pascal. Et puis, bien sûr, merci Manon, ma fille, parce que je pense que sans elle, ces 2 livres n'auraient jamais vu le jour. Ça me tient beaucoup à cœur. Et d'ailleurs, en parlant de Manon, est-ce que maintenant, elle continue à lire? Non. Ou elle s'est arrêtée Voilà, à ces 2 livres? Non, elle lit les pages Facebook, Hein? mais elle s'est arrêtée là, donc non, elle n'a même pas lu le second, je le regrette, mais voilà, elle a fait un effort pour le premier. Après, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup apprécié, elle ne s'est pas ennuyée. Mais après, elle a du mal à ouvrir un livre, donc elle n'a pas encore lu le second, mais bon, elle va faire 16 ans, elle est jeune. Je sais qu'un jour, elle le lira, qu'elle en lira bien d'autres. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'elle écrit très bien, du reste. Elle ne lit pas trop, mais elle écrit très bien. Donc, je reviens à dire que le pari n'est pas gagné, il faut que tu continues Pas à écrire. complètement. Je vais essayer de suivre ton conseil et donc d'écrire le 3e roman, donc une trilogie sur plusieurs époques. Voilà. Mais en fait, je pense que tu n'as pas trop le choix, autrement il y aura une pétition qui... Et là, je crois que tu seras obligé. D'accord, alors. Merci Francis.